Donc bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez l'esprit frais et dispo. Donc nous avons entendu hier une dizaine d'exposés, d'exemples de projets de recherche qui associent les parcs nationaux, les chercheurs, d'autres espaces protégés, des associations, d'autres réseaux, des beaux projets. Et si hier on s'est consacré surtout à la question des sites de référence, aujourd'hui, ce matin, nous allons plutôt nous intéresser au partenariat, au mode d'association des parcs nationaux, des autres éventuellement espaces protégés, avec les chercheurs. Comment on se rencontre ? Quels sont les rôles des conseils scientifiques des parcs nationaux ou des espaces protégés en général pour se connaître, pour s'articuler ? Comment on se découvre un intérêt commun, des questions de recherche d'intérêt commun ? Comment on les construit ? Comment on fait affaire ? Comment on s'articule ? Qui fait quoi ? Quel intérêt on a à travailler ensemble ? Quel est l'intérêt des chercheurs à trouver un partenaire sur le terrain? Quel est l'intérêt des parcs nationaux à travailler avec des chercheurs en portant des questions de recherche? Donc voilà un certain nombre de questions auxquelles on va répondre ce matin à partir d'un certain nombre d'exposés. On va commencer par Gaël Roncin, qui va nous parler de la mobilisation des acteurs par les conseils scientifiques et notamment de l'articulation des différentes temporalités qui sont en jeu. Donc Gaël Roncin est de l'université de Grenoble-IRSTEA, EDITEM, et elle travaille avec Isabelle Arpin sur ces questions de conseil scientifique. Bonjour à tous. Donc merci à Parcs Nationaux de France de me donner l'opportunité de présenter les réflexions préliminaires de ma thèse, et notamment devant une partie de mes interlocuteurs privilégiés, que je remercie aussi pour le temps qu'ils m'accordent dans mon travail. Donc on m'avait demandé de vous parler des relations entre un espace protégé, son conseil scientifique et ses acteurs, et j'ai retraduit ça un peu sur la question en fait des facteurs et des processus de mobilisation qu'on trouve autour d'un conseil scientifique. Donc ma thèse porte sur des aspects plus larges, mais j'ai souhaité aujourd'hui de vous parler principalement de l'importance des questions de temporalité autour des conseils scientifiques. Donc, comme nous le voyons en fait depuis le début de cette rencontre, les liens entre science et espace protégé ne sont pas spontanés, et en fait, on met en place des opérations, des dispositifs, des organisations pour susciter ce lien et le maintenir. Donc, il y a plusieurs modalités qui existent pour cette mise en relation. On peut, par exemple, former des agents d'un parc national par des scientifiques, organiser des prestations, participer à des réseaux comme on l'a vu beaucoup hier, aussi mettre en place des projets, encadrer des étudiants ou encore organiser des sorties de terrain ensemble. Et donc les conseils scientifiques, c'est une des modalités parmi toutes celles-là pour réaliser un lien entre scientifiques et acteurs opérationnels. Mais c'est vrai que c'est quand même une modalité particulière parce qu'elle s'est imposée en France dans les espaces protégés. Donc maintenant, il y a des conseils scientifiques dans tous les parcs nationaux, dans toutes les réserves naturelles nationales, dans la majorité des parcs naturels régionaux. Et en fait, finalement, on trouve des conseils scientifiques quasiment dans toutes les institutions travaillant dans le champ de l'action publique environnementale. Donc, moi, je considère ces conseils scientifiques comme des dispositifs d'échange intermittents au niveau collectif, parce qu'en fait, on rassemble les participants d'un conseil scientifique 2 à 3 fois par an lors de séances plénières. Et donc finalement, ce qui est assez peu quand on regarde que ça. Mais c'est surtout aussi des organisations pérennes, puisque finalement, si on prend le conseil scientifique du Parc national des Écrins, il a été créé en 1973, et sur ce rythme de 2 à 3 séances plénières par an, on en serait l'année prochaine à sa 100e séance. Et c'est aussi des organisations pérennes parce que les personnes en fait restent assez longtemps dans ces conseils. On effectue souvent plusieurs mandats quand on est membre. Donc c'est vrai qu'il y a des fonctionnements organisationnels assez différents dans ces conseils scientifiques.
Notamment, le statut des espaces protégés peut induire qu'un conseil soit obligatoire ou non. Et en interne aussi, on a des fonctionnements très différents. Il n'y a pas trop d'homogénéité là-dessus. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a quand même des dynamiques communes qu'on retrouve dans ces organisations, notamment du fait que ce sont des collectifs qu'il faut analyser par une approche, à mon sens, élargie, puisque c'est par nature des collectifs pluriels. Il n'y a pas que des chercheurs dans ces conseils scientifiques. Il y a aussi, par exemple, dans le conseil scientifique du Parc national des Écrins, un salarié du Conservatoire botanique national alpin qui est membre. Et c'est aussi, bien sûr, des collectifs pluridisciplinaires. Et c'est aussi des collectifs larges, puisque même si une liste de membres établis existe, dans les séances des conseils, on trouve une participation, dans la majorité des cas, des salariés des structures et des institutions qui accueillent ces conseils. Comme on le voit sur la photo, là, avec un agent du Parc national des Écrins qui intervient lors d'une séance du conseil. Et c'est aussi des collectifs larges, puisque dans la majorité des cas aussi, pendant ces séances, il y a des invités. Donc ça peut être là, dans cette séance du conseil, là, sur la photo, il y avait par exemple le maire de la commune qui était invité à une partie de la séance, mais il peut y avoir aussi, très souvent, d'autres scientifiques extérieurs au conseil qui sont invités. Et enfin, c'est des organisations qu'il faut appréhender de façon élargie, puisque les activités d'un conseil scientifique ne se réduisent pas à ces séances plénières. Il y a en fait une multitude d'activités qui existent, des sorties de terrain, des réunions de bureaux, des séances délocalisées, des échanges plus individuels, ou encore et surtout une forte activité de correspondance. Donc finalement, il existe un système d'acteurs large autour de ces conseils scientifiques et que l'on cherche à mobiliser pour que le conseil scientifique remplisse ses missions, mais pour aussi qu'il existe, tout simplement. Donc pour vous détailler ces dimensions, je m'appuie sur le travail que je mène au cours de ma thèse, notamment autour d'une ethnographie de 3 conseils scientifiques, et notamment du conseil scientifique des Écrins, là, donc je tire la majorité de mes exemples aujourd'hui, et je réalise aussi des enquêtes plus quantitatives à plusieurs échelles pour décrire ces conseils et les situer. Voilà. Donc, dans ma thèse, j'essaye d'appréhender les conseils scientifiques comme des lieux qui suscitent des interactions et de comprendre en fait quels sont les effets de ces interactions au niveau socio-professionnel et sur les espaces concernés. Donc, depuis le début, je vous parle de mobilisation parce que en fait, pour établir des liens entre la communauté scientifique, si on peut l'appeler comme ça, et des acteurs opérationnels, pour étendre son réseau scientifique, par exemple, pour s'informer sur des nouveaux manières de faire la science, des nouveaux types de savoirs, explorer des nouveaux domaines. Il est central en fait de faire exister ce système d'acteurs larges que je vous ai présenté, et donc de relier des personnes, des connaissances, des lieux et des objets. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de mobilisation. Donc en pratique, en fait, ces mobilisations, elles peuvent être plus ou moins collectives selon les besoins et les situations. Là, par exemple, comme sur la photo, on a fait appel à une réunion restreinte du conseil scientifique pour traiter un point particulier, mais ça peut être aussi un travail qu'on effectue avec un membre du conseil scientifique en amont d'une séance pour préparer un dossier particulier ou pour recueillir un avis plus individualisé. Bon, et donc sur ces questions de mobilisation, il me semble intéressant en fait de relever que ces 2 caractéristiques des conseils scientifiques que je vous ai présentés, le fait qu'ils soient intermittents et le fait que ce soit des organisations pérennes, font exister en fait de multiples temporalités, de multiples registres temporels qui en fait influent sur les acteurs, l'organisation, et qui peuvent potentiellement entrer en concordance ou en discordance. Donc là, c'est quand même. Donc pour préciser un peu ce que j'entends sur les questions de temporalité, donc je vous ai mis une définition un peu compliquée, mais plus simplement, j'entends pas. Là, dans ma présentation, on n'entend pas les temporalités comme un phénomène abstrait ou comme le temps, comme concept, mais on parle vraiment des pratiques des acteurs et de leur vécu au niveau des rythmes et des différents registres temporels qu'ils peuvent avoir avec lesquels ils peuvent jouer. Donc là, comme on voit sur le graphique, il y a bien des rythmes différents qui existent au sein même de l'organisation des conseils scientifiques, puisque donc si on part du temps
même de l'existence de l'organisation et de son conseil qui sont des temps longs, ou même si on repense encore à, comme on l'a vu hier, à des temporalités de recherche dans certains espaces protégés très longs, c'est des temporalités qui sont longues, mais on peut être aussi confronté à des temporalités beaucoup plus courtes, notamment quand il faut traiter en urgence un avis particulier sur une question. Donc ces rythmes différents dans un conseil scientifique, ils sont liés bien sûr à ses activités. Donc là, par exemple, pour le conseil scientifique des écrins, j'ai décrit, moi, il y a 6 temporalités qui me semblent importantes au niveau de ces activités. Donc le temps du mandat, le temps de la présidence, le temps de l'animation, le temps des séances plénières, le temps des groupes de travail et le temps des avis. Donc en fait, on voit que les couleurs représentent des personnes différentes, mais aussi des périodes différentes, et donc on voit qu'elles se superposent pas forcément toutes. Et par exemple, là, si on prend le temps de la présidence, dans un rapport interne, on expliquait que pour le conseil scientifique des écrins, c'était un temps de travail à peu près de l'ordre d'une journée par mois. Et finalement, ce qui est intéressant à noter, c'est que les temps reliés aux questions d'avis et de groupes de travail sont plus courts et souvent moins normés, dépendent moins d'un fonctionnement organisationnel. Donc, outre ces temporalités reliées aux activités, c'est important de noter que l'importance des temporalités reliées là aux pratiques des acteurs directement, puisque en fait, il y a aussi là une multitude de temporalités qui existent, notamment, je vais essayer de vous en détailler quelques-unes, les temporalités organisationnelles, puisque par exemple, si on imagine une séance plénière qui va se tenir juste après un réseau où se sont rencontrés scientifiques et acteurs opérationnels, forcément le contenu des échanges entre les acteurs qui étaient participés à cette réunion la veille va influencer le contenu de leur discussion autour du conseil scientifique. Il y a des temporalités plus personnelles, directes, qui interviennent. Par exemple, si on pense à un membre d'un conseil qui assistait seulement à une séance plénière et qui part après, ça va forcément influencer aussi certains rythmes. Il y a aussi des temporalité plus la professionnelle, puisque par exemple pour présenter un avis à un conseil au conseil scientifique, il y a plusieurs acteurs opérationnels qui doivent être plusieurs acteurs professionnels qui doivent se mettre en discussion pour pouvoir établir un dossier. Et donc là forcément, comme ils proviennent tous d'institutions différentes ou de structures différentes, les temporalités, les rythmes professionnels doivent s'accorder et se mettre au moins à coexister ensemble. Et il y a aussi un registre qui est le plus lié là aux questions des connaissances, puisqu'en fait dans un conseil scientifique on réalise à la fois des comptes rendus scientifiques, on fait des comptes rendus pour connaître l'activité scientifique qui est menée sur un territoire, et on traite aussi des questions plus inédites d'un point de vue scientifique. Et donc là, forcément, les temporalités des acteurs qui mènent des projets ou des recherches scientifiques va influencer, puisque par exemple, si on prend le temps de travail d'un étudiant, ce sera pas le même du temps de travail d'un site atelier, comme on a pu parler hier, ou le temps d'une commande qu'on va réaliser auprès d'un bureau d'études, qui sera aussi également forcément pas le même. Et ces temporalités des connaissances, elles ont aussi une influence sur les processus et les temps de la décision. Puisque finalement, la connaissance, elle peut parfois arriver en amont de la décision, quand on compile un certain nombre de savoirs pour pouvoir prendre une décision. La connaissance, elle peut aussi intervenir pendant le processus de décision. C'est quand on commence à réfléchir, à prendre des décisions qu'on a besoin de connaissances et qu'on fait s'articuler certains savoirs. Et elle peut aussi intervenir après le processus de décision parfois, où là, c'est après la décision qu'on se rend compte qu'on a besoin de créer une connaissance, ou qu'il y a une connaissance qui se crée, qui est demandée. Finalement, donc il y a une articulation de ces divers registres de temporalité qui coexistent au sein d'un conseil scientifique pour à la fois établir des continuités entre des personnes, puisque on voit que on se limite pas que aux séances plénières et qu'entre les séances plénières, il y a aussi des temporalités différentes qui existent et qui permettent d'effectuer un vrai lien entre les acteurs divers. Et ça permet aussi, ces pluralités de temporalité, de faire le lien en fait avec d'autres situations qui se déroulent parallèlement au conseil scientifique, mais qui sont quand même reliées, comme on voit là sur la photo, avec la rencontre entre
une salariée du Parc national des écrins et un scientifique appartenant à son conseil scientifique, mais au sein d'un autre réseau, et qui pourtant est importante à prendre en compte. Donc c'est bien pour faire le lien avec d'autres situations qu'on fait coexister ces temporalités. Et enfin, il est important de noter que ces registres de temporalité au sein d'un conseil scientifique, elles sont peu normées par rapport à d'autres dispositifs de mise en relation entre sciences et gestion, et c'est ça qui pour moi en fait un de ces facteurs de distinction des conseils scientifiques, puisque finalement on est sur des temporalités qui sont parfois organisées et parfois non, et qui permettent en fait d'avoir une certaine latitude, comparé par exemple à si on prend des projets qui réunissent scientifiques et acteurs opérationnels, là on serait sur des temporalités bien plus structurées. Voilà. C'est où ? Alors pour finir, on voit que ces temporalités, elles ont bien des effets sur tous les acteurs qui gravitent autour d'un conseil scientifique, et qu'elles peuvent être à la fois facteurs de ressources, puisque savoir articuler ces différents rythmes, ça permet de faire vivre le conseil scientifique dans des lieux et dans des situations différentes, et ça permet en fait de concevoir le conseil scientifique aussi comme pour l'institution et pour ses acteurs comme une organisation ramifiée, et qui permet de faire vraiment produire du lien entre les objets, les personnes, les lieux et les différents éléments autour de ces organisations. Mais ça peut être aussi un facteur de complexité, la multitude de ces temporalités. Ce qui est important, par exemple, de savoir prendre en compte les différentes exigences professionnelles de chaque acteur que l'on cherche à mobiliser, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis souvent aussi, dans un conseil scientifique, c'est nécessaire... On s'adapte souvent à des imprévus, on est souvent dans le traitement de questions inédites ou de traitement de questions non prévues. Et donc là, le fait d'avoir plusieurs temporalités, ça peut être un facteur complexe à gérer. Et enfin, ça peut être un facteur de tension potentielle, puisque, par exemple, le manque, au niveau des temporalités professionnelles, le manque de coordination entre des acteurs peut imposer au CS un rythme assez court et des temps réduits, où là, par exemple, on va donner seulement 3 ou 4 jours à un conseil scientifique pour rendre son avis sur un projet de travaux. Et dans ce cas-là, le manque du conseil scientifique, le manque de latitude du conseil, il sera regretté par ces acteurs, parce que finalement, il n'interviendra plus dans un rôle de caution que dans un rôle qu'il aimerait jouer de prise de recul, de latitude pour fournir une appréciation. Ouais, c'est bon. Et donc, pour conclure, donc c'est important de voir que ces différents registres temporels sont un enjeu pour le fonctionnement d'un conseil scientifique, et qui doivent être gérés à la fois à l'intérieur de ce conseil, au niveau de ses acteurs et pendant ses propres activités, mais aussi à l'extérieur et dans les marges d'un conseil scientifique, entre des situations parallèles et des acteurs parallèles. Et en fait, finalement, c'est aussi un enjeu pour les espaces protégés, à mon avis, de savoir articuler la mobilisation des acteurs au niveau de ces temporalités entre tous les dispositifs de mise en relation entre scientifiques et acteurs opérationnels qui existent au sein d'une institution. Voilà. Merci Gaëlle pour cette présentation. Je pense qu'on a tous reconnu des choses que nous vivons dans nos conseils scientifiques. Michel, tu veux prendre la parole ? Juste un mot, pas tant en tant que directeur de PNF, mais acteur de la préfiguration de l'AFB sur ces questions de conseil scientifique, de gouvernance scientifique. Je salue la présence ce matin du directeur du département en charge de cette question, Philippe. Et on a cette réflexion dans le cadre de la préfig sur la gouvernance scientifique et l'organisation de cette gouvernance scientifique de l'AFB avec la gouvernance scientifique de partenaires, et notamment des partenaires du premier cercle que sont les parcs nationaux, mais que sont plus globalement les aires protégées. Sur ce sujet-là, moi, l'expérience que j'ai pu avoir dans des vies antérieures en gestion de parcs nationaux, de parcs régionaux ou de réserves naturelles, c'est que ces conseils scientifiques, c'est des instances extrêmement importantes, j'en suis vraiment complètement convaincu, mais je constate aussi que de la part soit des technocrates au pilotage de l'organisation de l'État, soit de la part des politiques qui votent, il y a une méfiance, il y a aussi une méconnaissance. Méconnaissance et méfiance vont souvent ensemble par rapport au rôle des scientifiques et de ces instances scientifiques qui, encore une fois, je le répète, sont capitales, mais il faut qu'on en convainque les autres.
Il y a plusieurs manières de le faire, et peut-être que le travail de Gaël va nous aider aussi à sortir des arguments, donc je l'invite à se mettre en relation, elle l'est déjà avec Gilles, qui est l'adjoint de Philippe, mais c'est important qu'on réfléchisse à comment convaincre du fait de mettre une bonne dose de gouvernance scientifique dans le pilotage global de ces instances. Ça passe peut-être aussi par une clarification du rôle des instances. Je me souviens, quand on avait renouvelé la dernière fois, à l'époque où j'étais aux écrins, le Conseil, on avait clarifié dans sa composition la partie des membres scientifiques et des membres associés qui sont des non-chercheurs. Sachant qu'il faut différencier les deux, mais qu'il faut avoir les deux, parce que l'interaction entre les deux est importante. Donc il y a des questions de dosage, il y a des questions de clarification. Je constate que dans la loi Biodive, pour parler du CNPN au plan national, on est aussi dans une clarification sur la composition et sur le pédigree des membres du CNPN. Et ça me semble aller dans le même sens. Ce qui est important aussi, c'est qu'on démonte des argumentaires qu'on entend très souvent sur le millefeuille. Alors il y a le millefeuille administratif, mais il y a le millefeuille scientifique. On nous dit très souvent, mais vos conseils, ils se marchent tous sur les pieds, on n'a que des multicartes, il faut simplifier. Oui, il faut rationaliser, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'on a besoin là-dessus de beaucoup de créativité. Moi, je suis intimement convaincu, et je porte cette idée dans la préfig, qu'il faut qu'on ait un conseil scientifique fort, compétent et donc en capacité de proposer, de réagir, mais il faut trouver surtout des articulations avec les échelles territoriales. Aujourd'hui, on est dans un séminaire des parcs nationaux, mais on a des invités des autres réseaux. Moi, j'ai la conviction qu'il faut qu'on travaille sur, je l'ai déjà dit hier d'une manière générale, sur l'interréseau d'aires protégées, mais dans le domaine scientifique en particulier, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit créatif. La carte que Gaël nous présentait, où on voit par exemple sur l'arc alpin, les superpositions géographiques de conseils scientifiques de réserve, de parcs régionaux, si tu peux la remettre, la carte, ça nous interroge évidemment. Pour avoir essayé par le passé de faire travailler 3 parcs régionaux du nord des Alpes sur un interconseil scientifique, certains dans la salle se souviennent de ça, c'est pas si simple. Entre parcs nationaux, alpins toujours, on en avait parlé aussi, on trouve des thématiques et on ne peut pas se contenter de savoir que quelques membres éminents de ces conseils sont dans les 3 conseils ou dans 2 des 3 conseils. Il faut qu'on trouve du formel qui soit un enrichissement et pas un appauvrissement. Voilà, j'interviens avec passion sur ce thème parce que je suis convaincu qu'il est capital dans la réussite de l'AFB et dans la réussite du pilotage en termes d'action de nos structures de gestion et de protection de la nature. Si on n'a pas une bonne articulation avec les scientifiques, on va faire des conneries. Voilà.